Merci de votre fidélité. Bienvenue à Géopresse, l'émission hebdomadaire qui se propose de vous offrir de grilles de lecture pour comprendre l'actualité socio-économique ici en RDC, grâce notamment à l'analyse des journalistes de la rédaction des Géopolis. Avec nous aujourd'hui pour débattre, Fiston Oleko, bonjour. Bonjour Patrick Ilonga et bonjour à nos chers téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Voilà, également avec nous Dieudonné Boinali, bonjour. Bonjour Patrick Ilonga et très heureux de participer encore une fois à cette émission. Merci. Allez, le sommaire. La tournée symbolique du chef de l'État dans le Grand Katanga, Félix Tshisekedi, a été à Lubumbashi et à Kolwezi, avec notamment un message aux investisseurs, mais aussi à la jeunesse. Au sommaire également, les secteurs industriels en RDC. Est-on à l'ère du renouveau? En tout cas, le ministre de l'Industrie veut y croire. Nous allons analyser et débattre sur les propositions de Julien Paluku. Géopresse, le débat est ouvert. Allez, encore une fois, bonjour. Bonjour Patrick. Alors, Fiston, actualité oblige, on va d'abord parler de la fin du Ramadan. On a vu jeudi que la communauté musulmane, qui pourtant prône le salam, c'est-à-dire la paix, a offert un spectacle désolant qui s'est terminé même dans le sang. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, tel que vous l'avez dit, la communauté musulmane prône la paix. Et il était même question jusqu'à ce que le gouverneur de la ville, Jean-Tiningo Bilambaka, a rassemblé, parce qu'il y a des contradictions au sein de la communauté islamique du Congo. Il y a actuellement deux branches Mangala et branche Djibondo. Tous deux sont des Tchèques. Et il y avait en 2020 des élections qui étaient controversées et les a amenées même jusqu'aux instances judiciaires. Et en juin 2020 de la même année, bien évidemment, il y a eu une décision du conseil. Il y a eu des nouvelles élections qui a reconduit Mangala, parce que c'était Mangala il a passé presque 10 ans à la tête de cette structure de l'église musulmane. En 2020, c'était de l'autre camp de Djibondo qui avait perdu les élections. Mangala avait protesté. En 2011, en juin, il y a eu des nouvelles... De l'année passée? De l'année passée, toujours, il y a eu des nouvelles élections. Et après ces élections-là, Mangala avait gagné. Parce qu'il dans l'entretemps, il y avait eu beaucoup de disputes et de contradictions au sein de la communauté. Et en juillet, c'est le Conseil d'État qui a tranché l'affaire en réhabilitant Mangala qui avait fait 10 ans auparavant. Et depuis là, il y a vraiment une scission au sein de cette communauté. Et il y a même des mots très agressifs qui interviennent. Mais ici, il s'agissait justement de la fin du Ramadan. C'est-à-dire le mois saint, le mois sacré, qui fait partie même des piliers de l'église musulmane. À la veille même de l'église, de leur célébration, Ngobila a eu l'initiative de rassembler les deux chefs, les responsables des deux camps qui étaient en contradiction. Ils ont vraiment donné bonne mine, ils ont donné une bonne impression que tout allait bien, qu'ils étaient en ce moment-là réconciliés. Ça, c'était le mercredi soir. Et le jour J, il y a eu ce qu'il y a eu le matin, on se réveille au stade des martyrs avec des accroches, avec tout ce qu'il y a eu des ordres. En fait, c'était le camp Djibondo qui devait normalement faire, justement, comment on l'appelle, la messe, la cérémonie. Mais à l'arrivée de Mangala, parce que c'est lui qui était le représentant légal, mais contesté par une frange aussi, je ne sais pas si c'est majoritaire ou minoritaire, ce qui a fait qu'il y ait une réaction un peu débordée de fidèles qui étaient là présents. Alors, on a parlé d'une vague d'arrestations et à l'heure qu'il est, est-ce qu'on a le bilan? Qu'est-ce qu'il y a eu? Parce qu'on parle même des policiers qui auraient été tués. Ouais. Le bilan jusque-là est, je peux dire, hypothétique. Parce que hier, Kassongo lui-même a dit qu'il y a eu deux morts. Le commissaire provincial de la ville de Kinshasa a dit qu'il y a eu 2 morts, un policier et un civil, et plusieurs blessés, une jeep de la police endommagée, brûlée. Mais après la visite du ministre de la Communication et porte-parole de médias, on a entendu une autre version. Porte-parole du gouvernement, on a entendu une autre version faisant état qu'il n'y a pas eu de morts. Jusque-là, le bilan est encore hypothétique. Voilà, donc on a même suivi le président de l'Assemblée nationale qui demande à ce que la justice se charge
des coupables. Dieudonné Boinali, la guerre de leadership au sein de la communauté islamique. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Il semble qu'il y a même des influences politiques. Est-ce que les politiques sont en train de tirer les ficelles de cette affaire? Oui, Patrick, il y a des tireurs des ficelles, mais je commencerai d'abord par relever une chose. Il y a une sorte de culture de contestation qui s'est installée dans la société congolaise. Que ce soit sur les thèmes politiques, nous l'avons vu chaque fois quand la Commission électorale nationale indépendante organisait des élections, les résultats ont toujours été contestés. Et quand nous entrons dans les domaines religieux, quand il faut réélire les nouveaux représentants légaux, il y a d'autres qui acceptent les résultats du scrutin et il y a d'autres qui boudent. Moi, je pense que c'est un problème au niveau de la société congolaise. La culture démocratique n'est pas vraiment encore enracinée. On a du mal à accepter qu'on a perdu les élections. Et celui qui gagne aussi les élections, bon, il joue un peu au triomphalisme. C'est ce qui est à la base de certains conflits dans nos organisations, que ce soit étatiques ou religieuses. Je reviens maintenant sur la question concernant s'il y a des tireurs de ficelles. Oui, dans le monde politique, oui. L'Église musulmane, plus particulièrement la COMICO, la Commission islamique du Congo, fait partie de la société civile. Oui. Vous êtes sans ignorer que la société civile est l'une des composantes de la commission électorale nationale. Le président de la CENI est toujours ici depuis la création de cette institution de la société civile. Oui. Bon, il semblerait que cette fois-ci, je n'ai pas toutes les informations à ma possession, que les futurs dirigeants de la CENI devaient venir des confessions religieuses et plus particulièrement de la COMICO. Voilà. Maintenant, il y a une sorte d'anguille sous roche. Ce que nous avons vu là, ce n'est pas vraiment la vraie cause du conflit. La vraie cause du conflit, c'est le contrôle des participations des représentants de l'Église musulmane dans les différentes institutions. Institutions voilà. Politiques. Voilà, donc le niveau de violence a été quand même inouï, on n'a jamais vu ça. Hein. Mais venons-en maintenant au voyage du président de la République dans le Grand Katanga. Avant même de parler de questions purement économiques, mais on peut quand même... Est-ce qu'il y a une sorte de symbolique dans le voyage du président? On sait que le Grand Katanga a été le centre névralgique de la violence et même des discours communautaires. Comment analysez-vous d'abord sur ce plan-là politique le voyage du président de la République? Le voyage du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tombe à point nommé pour trois raisons. Premièrement, le Grand Katanga, dans son ancienne configuration, oui, est considéré comme les coffres-forts de la République démocratique du Congo. C'est là où se trouve l'économie de la RDC. C'est là où se trouvent toutes les matières premières, plus de la moitié des matières premières que la RDC vend sur le plan international. Principalement, vous avez les cuivres et les cobaltes. Oui. Deuxième symbole de ce voyage, vous avez l'Est de la RDC qui connaît toujours des problèmes d'insécurité. Vous avez au nord les ADF, NALU, les FDLR et les autres groupes négatifs. Vous avez au sud-est les fameux Bakatakatanga et assimilés. Il y a eu un certain moment, c'était difficile de circuler à Lubumbashi et dans les grandes villes du Grand Katanga. L'insécurité régnait à mettre. Le gouvernement de la République a mis tous les moyens pour sécuriser la population, et pour que tout le monde puisse vaquer librement à ses occupations. Voilà, cette situation avait même empêché le développement dans la province. Parce que sans la paix, on ne peut pas développer un pays. Le troisième symbole, c'est depuis que le président de la République, Félix Tshisekedi, est au pouvoir, et il n'a jamais mis ses pieds là-bas comme président de la République. Chef de l'État, oui. Il avait visité Kolwezi et les autres coins de la République dans cette partie du pays en tant que candidat. Là, il est rentré comme président de la République. Donc, il devait communier avec son peuple et écouter leurs desiderata. Et surtout que nous avons
des entreprises minières qui exploitent les ressources et les populations ne s'y retrouvent pas. Voilà, on va parler de ce volet économique, mais Fiston Oleko, d'abord le côté symbolique. Est-ce qu'on peut dire désormais que le Grand Katanga est sous la coupe totale du chef de l'État et qu'il n'y aura pas de poches d'insécurité comme on a vu avec les Bakata Katanga? Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, oui, symboliquement, on peut le dire, mais là, il faut encore qu'un travail de fond soit fait parce que la situation du Katanga ne date pas d'aujourd'hui. Oui. Vous savez, en 1960, à l'aube de l'indépendance, il y a eu déjà scission au niveau du Katanga avec Moïse Tshombe. Et jusque-là, nous assistons toujours à des résurgences, à des rebondissements des scènes d'insécurité. Dernièrement, en 2020, nous avons tous suivi qu'il y a eu même de tueries. Un policier a été tué justement parce qu'il gardait les installations de la RTNC dans son agence de la RTNC à Lubumbashi. C'est-à-dire que le président de la République est le symbole de l'unité nationale. Donc son déplacement vers le Haut-Katanga, ouais, ou le Grand Katanga est très symbolique parce que ça détermine même que le Congo est un, comme il a dit dans son discours, il en a vraiment le garant. Voilà. Il en est vraiment le garant. Vous avez la parole, mais on a vu plus grave que ça. On a vu le drapeau de l'ancienne République du Katanga être brandi il y a quelques Il y a eu même la monnaie. Il y a d'autres personnes qui ont brandi la monnaie du Grand Katanga. Et tout cela, le président, comprenant cela, il était vraiment de bonne loi que le président puisse, que les pieds du président puissent fouler le sol du Grand Katanga pour fixer les choses. Je crois qu'ils se sont dit beaucoup de choses avec les responsables de ce coin-là. Oui. Et nous espérons que tout aille pour le mieux. Voilà, le président a délivré beaucoup de messages, notamment à la jeunesse et aussi aux investisseurs. Venons-en maintenant aux questions purement économiques. Félix Tshisekedi a lancé un message aux investisseurs pour que, désormais, dans le secteur minier, qu'il y ait gagnant-gagnant. Mais Dieudonné Boinali, on sait que ça, c'est censé être réglé déjà par le code minier. Le fait que le président insiste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la loi n'est pas appliquée. Nous avons des bonnes lois. Le problème dans ces pays, c'est au niveau de leur application. Vous avez cité les codes miniers de 2018. Et je suis très content de participer à ces débats. Le code minier de 2018 en soi n'est pas mauvais. Le problème se situe au niveau de la vulgarisation. Il faut vulgariser cette loi que d'aucuns considèrent comme la Bible du secteur. Mais on a vu il faut sensibiliser tous les acteurs, État, société civile, les opérateurs miniers. Voilà, vous avez la parole, mais on a vu l'ancien ministre des Mines, Willy Kitobo, qui a fait des campagnes de sensibilisation. Mais là, on sent que c'est peine perdue, quoi, parce que la même chose, on revient dessus, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il faut carrément remettre le débat sur le tapis et refaire cette loi? Je l'ai dit tout à l'heure, le problème, ce n'est pas les codes miniers. Vous avez des entreprises minières qui existaient avant ces codes miniers, oui, qui avaient un statut particulier, oui, à leur implantation en République démocratique du Congo. Ces entreprises avaient bénéficié de certains avantages liés à l'ancien code et certains avantages prévus dans les codes des investissements. Oui. Et avec les nouveaux codes, ces mêmes entreprises ont vu que leurs avantages sur le plan fiscal, douanier, ont été minorés. Et il y a certaines taxes et impôts qui ont été augmentés. Par exemple, l'impôt sur les bénéfices et profits. Vous avez des nouvelles taxes qui ont été même créées. On parle de l'impôt sur les super profits, c'est-à-dire l'État table sur une tonne de cuivre à 5 000 $. Oui. Mais l'État vous dit, si la tonne arrive à 10 000 $, les surplus là de 5 000, nous allons les partager. Vous voyez, il y a certaines taxes comme ça, impôts qui n'étaient pas prévus, et ça constitue des charges. Certaines personnes parleraient même de goulots d'étranglement. Et vous voyez, quand quelqu'un amène son capital, il a d'abord besoin de les récupérer. Il y a un temps pour récupérer d'abord les capitals investis. Il y a un temps pour faire les bénéfices et les partager. L'État aussi s'est dit, je vois des tonnes et des tonnes de cobalt et de cuivre partir du Congo. Au niveau du trésor public,
il n'y a rien qui entre. Ou soit ce qui entre, c'est une part insignifiante de la production nationale des matières premières. C'est là où je donne les raisons au président de la République. Ce n'est pas de sa faute, ni de l'actuel gouvernement. Et moi, je pense que la faute est au niveau de ceux qui avaient négocié tous ces contrats miniers. Comment vous pouvez négocier des contrats, vous réservez à la République moins de 20% des parts dans l'actionnariat, par exemple? Mais ça a été réglé justement avec le code actuel. Ça a été réglé, mais c'est pour des futurs codes, contrats, voulais-je dire. Ce n'est pas pour les actuels contrats, parce que si vous les modifiez actuellement, vous allez créer des conflits. Et parmi les modes de résolution des conflits, il y a l'arbitrage international. Les pays ont déjà des problèmes. Si vous amenez encore les pays sur le plan international avec des condamnations, on n'a pas de moyens pour payer les dommages et intérêts aux miniers. Moi, je pense qu'il faut négocier et dialoguer en permanence avec les miniers. Comme l'a dit le président de la République à Kolwezi, il faut que le contrat soit win-win. Donc les miniers donnent à gauche et l'État donne à droite, qu'on équilibre les choses. Il ne faut pas que quand on calcule les bénéfices de l'exploitation, une partie se retrouve avec une grande part, pour ne pas dire fait le partage léonais, parce que les populations des contrats où sont exploitées ces matières premières ont besoin du développement social. Ils ont besoin des hôpitaux, des routes, des écoles, des universités. Le président de la République a dit désormais, si on construit un immeuble à Londres, il faut construire aussi un immeuble à Kolwezi. Si on construit un immeuble de plus à Djobourg, s'il y a une société minière sud-africaine ici, il faut ajouter un immeuble à Lubumbashi. Tout le monde doit être gagnant. Voilà, on a bien compris. La même question, je vous la pose, Fiston. Est-ce que carrément, parce que les investisseurs ne se bousculent pas en portion de la RDC, il n'y en a pas plus de 1000 par exemple, est-ce qu'il ne faut pas carrément harmoniser avec eux, remettre, on va dire, les codes à table et puis débattre? Oui, justement. Remettre le code sur table et débattre, ce n'est pas un problème. Mais comme vous l'avez dit, il y a un problème d'application des différentes lois qui ont été votées, approuvées, promulguées par les chefs de l'État, notamment le chef de l'État, honoré Joseph Kabila. Il y a aussi un fait, et qu'il y avait des contrats, et la majorité des multinationales qui exercent maintenant dans les secteurs miniers congolais, ce sont ceux-là qui avaient signé des contrats avant. Alors on ne peut pas changer les règles du jeu dans le jeu. Et là, l'État congolais doit bouger vraiment les lignes dans le sens même des négociations avec eux pour que le nouveau code minier soit appliqué. Moi, je salue peut-être que le projet tel que Somidez des Désiwa, Société minière des Désiwa, où l'État congolais a dans le Haut-Katanga, Kolwezi, il y a quelques 27 km de Kolwezi, où l'État congolais a 45% dans l'actionnariat. C'est-à-dire qu'il faut encourager toujours des initiatives comme ça à chaque moment. Par exemple, aujourd'hui, on parle beaucoup de sociétés qui viennent investir dans les secteurs peut-être de l'énergie nouvelle, où il y a, où il y a moins d'empreintes carbone et tout là, surtout pour la fabrication des véhicules électriques. L'État congolais doit maintenant savoir négocier des contrats et faire en sorte que toutes les clauses qui sont dans les codes miniers, surtout celui de la responsabilité des entreprises multinationales, la responsabilité sociale, il y a aussi des fonds pour les générations futures qui doivent aussi, tout ça doit aussi être mettre en place pour qu'il y ait normalement gagnant-gagnant. Revenons un peu sur le gagnant-gagnant, il y a aussi le point, on revient encore de la négociation. Personne n'interdit à l'État congolais de pouvoir aussi, bien qu'il y a des lois, de pouvoir aussi avoir de participation à l'action sociale un peu élevée. Nous avons vu avec Sokimo avait 30% à Kibali. Mais aujourd'hui, Sokimo s'est rétracté, il a maintenant 10%. Voyez, il y a aussi la responsabilité de l'État congolais qui est en jeu. Et c'est aussi un problème de volonté de savoir où nous allons. Nous dormons sur une richesse énorme, mais nous vivons dans une précarité inexplicable. Voilà, Dieudonné Boinali, je rappelle par exemple que la dernière conférence minière en RDC était tenue à Kolwezi, c'était en septembre 2018. Et parmi les résolutions qui avaient été, les recommandations qui avaient été formulées, il y avait entre autres l'application rigoureuse du code minier, mais aussi il était prévu que l'État congolais réinvestisse
ceux qui gagnent dans le secteur minier, dans d'autres secteurs porteurs comme l'agriculture. Est-ce que depuis, quelque chose a été fait? Bon, permettez-moi de glisser un mot par rapport à ce que le confrère Oleko vient de dire. Oui. Nous ne sommes pas là pour critiquer ce qui a été fait dans le passé. Si nous fouinons dans le passé, c'est pour préparer l'avenir avec sérénité. Moi, je pense pour le futur contrat des partenariats miniers, nous devons éviter en tant que pays de minorer les participations de l'État dans les entreprises minières, comme l'a relevé tout à l'heure Oleko. La Sokimo avait 30% des parts dans les projets Kibali Gold Mine. Aujourd'hui, la Sokimo a 10% en tant qu'entreprise de l'État. Vous voyez, c'est déjà une perte. Si aujourd'hui on devait rester au niveau des 30% des parts, cette entreprise allait avoir beaucoup de moyens et peut-être développer ses propres mines. Je donne les mêmes conseils pour les autres partenariats. C'est-à-dire qu'il faut au moins que l'État soit représenté dans ces jointes ventures à au moins 30-40%. Ça va équilibrer un peu les choses. Je reviens maintenant sur votre question concernant la conférence minière. Il était prévu, la dernière d'ailleurs a été organisée à Kolwezi. En 2018, en 2018, nous étions avec vous. Et les organisateurs avaient prévu d'organiser, permettez-moi la tautologie, la future conférence minière de la République démocratique du Congo à Kisangani. Mais il se pose un sérieux problème logistique. À Kisangani, il n'y a pas assez d'hôtels. À Kisangani, il y a un sérieux problème d'énergie. Je ne sais pas si au jour d'aujourd'hui, au moment où nous parlons, l'électricité est donnée à la population 24 heures sur 24. Il faut aussi déplacer les délégués des entreprises, les délégués de l'État, la société civile, la presse. C'est très coûteux. Moi, je pense qu'il faut penser à une autre ville de la RDC pour organiser cette conférence parce que ces assises sont d'une grande importance capitale. Je l'ai soulevé tout à l'heure quand j'ai proposé l'idée de continuer les dialogues dans les secteurs miniers. Voilà, mais est-ce que, Fiston, on peut parler un peu des résolutions qui avaient été formulées à l'issue de la conférence minière de Kolwezi en 2018? Il avait été décidé, entre autres, que les investissements ou bien le bénéfice du secteur minier soient réinvestis dans d'autres secteurs porteurs. On avait cité notamment l'agriculture. Est-ce que depuis quelque chose a été fait? Et justement, c'est que la République démocratique du Congo a... C'est bien d'abord, la résolution a été très... C'est même l'idéal. Dans tous les pays aujourd'hui, on vise à investir dans des secteurs porteurs, mais dans le développement durable. Oui. C'est-à-dire l'agriculture en fait partie. Et cette résolution-là, chez nous, surtout en RDC, c'est difficile que ça puisse s'appliquer parce qu'on vient de le soulever tout à l'heure, c'est que la RDC gagne dans le secteur minier et peu. Et c'est très peu. Et vous allez voir, aujourd'hui, on parle même de 2 milliards en termes de budget national, on parle de 25% du PIB. Alors que nous avons beaucoup de besoins. D'abord, les institutions de la République absorbent beaucoup de moyens. Comment réinvestir dans l'agriculture alors que ce que nous avons ne suffit pas pour subvenir à tous nos besoins auxquels nous confrontons chaque jour. C'est-à-dire qu'il faut chercher, là nous revenons encore au même problème, il faut trouver des mécanismes pour augmenter les revenus nationaux, pour bien évidemment qu'il y ait cet réinvestissement dans d'autres secteurs tels que l'agriculture. L'agriculture, on a donc bien trouvé la transition, ce qui nous permet d'entrer de plein pied dans notre troisième thème qui est les secteurs industriels. Dieudonné Boinali, vous êtes journaliste à Géopolis et vous avez écrit un article sur les secteurs industriels et selon vous, dans le titre d'ailleurs c'est bien dit que le secteur industriel est le catalyseur du développement national. Est-ce que vous pouvez nous expliquer encore plus? Si la rédaction de Géopolis Hebdo a choisi de consacrer toute une page au secteur industriel, c'est pour plusieurs raisons. Si vous avez encore en souvenir les discours programmes du Premier ministre Sama Lukonde Kyenge à l'Assemblée nationale,
vous allez voir que sur, à la page 12, le Premier ministre est revenu sur le développement du secteur industriel de la République démocratique du Congo. Oui. Voilà. Patrick Ilunga, vous êtes sans ignorer que tout ce que nous consommons en République démocratique du Congo aujourd'hui vient de l'extérieur. Oui. Que ce soit même des petits bonbons, les allumettes, les tiges coton, ça vient de l'extérieur. Au niveau des statistiques, au niveau de l'Institut national des statistiques et des autres services de statistiques, vous allez voir, il est stipulé clairement que les importations sont de loin supérieures à nos exportations. Oui. Nous importons beaucoup, nous produisons peu. Comment voulez-vous qu'on puisse avoir une monnaie qui a de la valeur? Comment voulez-vous qu'on puisse avoir des devises pour soutenir notre économie? Voilà, la balance commerciale voilà, la balance commerciale est totalement déséquilibrée, déficitaire et en défaveur de la République démocratique du Congo. Il faut inverser la tendance. Nous devons redevenir un pays producteur. Nous n'avons pas la vocation d'être un pays consommateur, c'est-à-dire on importe tout, une sorte de poubelle. Tout le monde vient ici pour commercer, il vend tout. Dieu nous a donné des atouts, les pays sont immensement riches. On doit exploiter nos atouts pour développer les pays. Voilà pourquoi le gouvernement Sama Lukonde a ciblé l'industrialisation du pays, le développement du secteur industriel comme ligne de stratégie pour développer les pays. Oui. Voilà, ils sont partis de cette idée. Nous vendons les matières premières à l'extérieur. Nous générons des devises. Mais à quoi servent ces devises? La Banque centrale les revend aux opérateurs économiques. Et ces opérateurs économiques vendent les produits importés. Donc c'est une perte de devises. Et pourtant, si on industrialisait notre pays, tout ce qu'on consommait à l'extérieur était produit au pays. Nous allons économiser des devises importantes qui vont servir à soutenir la monnaie pour qu'elle reste stable. Et puis, nous pouvons importer des équipements, financer même des infrastructures. Voilà l'idée du gouvernement. Maintenant, pour l'opérationnalisation de cette stratégie, le gouvernement a tablé sur les parcs agro-industriels et les zones économiques spéciales. Voilà. Afin de créer, de mettre en place des industries industrialisantes. Je donne un exemple. Nous avons au pays, pour ne pas faire la publicité, l'amidéma, par exemple. C'est une industrie industrialisante. L'amidéma produit la farine de blé localement. Grâce à cette farine de blé, nous avons des usines de panification qui se sont créées dans les pays. C'est aussi une industrie qui crée d'autres industries. C'est ça la stratégie du gouvernement. Il faut maintenant installer partout, dans les grands espaces du pays, des parcs agro-industriels et des zones économiques spéciales en donnant des facilités et certains avantages fiscaux aux investisseurs tels que prévus dans les codes des investissements. Voilà, on va en parler. Je crois avoir compris aussi dans votre article que le gouvernement a prôné justement la diversification de l'économie congolaise. Alors, c'est un discours qu'on entend depuis longtemps. Fiston, je vous pose la question, comment passer maintenant des discours aux actions? Là aussi, il faut qu'il y ait une volonté politique, parce qu'on a beau entendu des discours, bien évidemment, moi je soutiens l'idée du chef du gouvernement, l'actuel, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, avec toute son équipe. Mais l'heure des discussions, l'heure des discours doit vraiment être dépassée, comme vous l'avez si bien dit. Il faut vraiment qu'on travaille, on travaille des fonds. On peut donner ici l'exemple d'un pays comme le Qatar, comme le chef de l'État vient de visiter bien évidemment ce pays il n'y a pas longtemps, quand même 2 mois je crois. Oui. Ce pays s'est servi de ses ressources naturelles pour bien évidemment asseoir son industrialisation. Aujourd'hui le Qatar c'est parmi les pays enviés. Nous tous nous avons vu même au travers les médias, les télévisions,
comment est-ce que l'infrastructure qui recevait le chef de l'État, comment tout est organisé, comment il y a même le beau dans les yeux. C'est-à-dire qu'on sent l'opulence, on sent qu'il y a des gens qui se sont servis de la base qu'ils avaient pour industrialiser leur pays. Comment dans un pays comme la République démocratique du Congo, on peut importer des jus de mangue, des bananes? Mais ce sont des mangues pourrissent ici au Congo. Des bananes pourrissent ici au Congo. On les jette ça et là. Des oranges, tout ça pourrit ici au Congo. C'est une volonté politique. C'est une question holistique qui demande aussi un examen holistique dans le sens de voir comment harmoniser pour que nous ayons même des micro-industries qui feront en sorte que les Congolais, d'abord, c'est ça d'abord, que le Congolais puisse consommer congolais. C'est ça même l'idée de l'industrialisation. Si nous avons maintenant à l'interne la satiété, en ce moment-là, on peut songer, donner aux voisins. La RDC, c'est 9 pays voisins. Les rares pays au monde qui a 9 pays voisins. C'est-à-dire que nous avons un marché qui est là, qui nous attend, mais nous n'en savons pas qu'est-ce qu'on peut faire de ça. Donc là, les discours, c'est bien, mais il faut passer à l'acte. Passer à l'acte, vous avez évoqué, monsieur, mon estimé grand frère, confrère, a évoqué ici la question de la zone économique spéciale. Ouais. Ça aussi, il y a à boire et à manger. Les choses n'avancent pas. L'histoire a commencé depuis 2012 avec Matata Pogno. Alors, vous allez rebondir. Je vous pose la question parce qu'il y a eu déjà, on a établi, le gouvernement a établi des zones économiques spéciales, notamment à Maluku. C'était une expérience pilote, si je ne me trompe pas, qui devait être dupliquée dans d'autres provinces. Depuis, on en est où? Bon, jusque-là, comme je venais même de le dire, c'est vraiment une bonne expérience. La Chine en a. Nous avons dans le monde plus de 40 quelques mille zones économiques spéciales. Une zone économique spéciale, c'est quoi? C'est une situation géographique où un État congolais a disposé aux entreprises privées ou publiques. Les partenariats, d'ailleurs, c'est PPP, partenariat public-privé, où il y a un régime spécial, un régime fiscal spécial, et tout cela pour attirer les investissements étrangers. Voilà. D'abord, c'est ça le but. Chez nous, ici, les choses n'avancent pas. Moi, j'étais une fois dans une séance de mobilisation qui a été faite par l'Agence nationale des zones économiques spéciales, une structure étatique qui régule ces secteurs des zones économiques. Et la FEC, c'était une forme de suppléer aux investisseurs, je ne sais pas si c'est ce que moi j'ai compris, de venir dans la zone économique spéciale pilote de Maluku. Pour les supplier. Voilà. Voilà, donc, Dieu de Nebouanali, je vois trépigner là. Donc, l'autre problématique, c'est aussi l'accès au financement. On a des jeunes qui disent, mais moi, je veux investir dans tel secteur, mais il y a l'obstacle de financement. Comment l'État doit s'y prendre pour trouver maintenant solution à cette problématique-là? Permettez-moi, Patrick, de glisser d'abord un mot sur ce que mon confrère vient de dire tout à l'heure à propos de la diversification de l'économie pour booster les vastes chantiers d'industrialisation du pays. D'abord, pour diversifier l'économie, nous devons savoir le Congo, c'est un pays minier. Nous exploitons jusque-là les mines et le pétrole. Et pourtant, nous avons 80 millions de terres arables. Nous avons 80 millions, c'est la population estimée actuelle de la République démocratique du Congo. Nous avons un marché de 80 millions de consommateurs. Nous-mêmes, l'État et les entreprises qui sont installées au Congo ne profitent pas de ces atouts. Vous avez des entreprises qui viennent de l'extérieur, à l'Angola, des autres pays voisins, et même qui viennent du Liban, qui viennent vendre ici et ils rapatrient les devises à l'extérieur. Et ils construisent chez eux et non ils construisent au pays. La première chose à savoir est que nous devons disposer de l'énergie. Sans énergie, on ne peut pas avoir le développement. Mais c'est là que le bas blesse. Nous saluons les efforts du gouvernement dans ce sens. Et il y a les projets Grand Inga qui avancent. Il y a les barrages Kakobola et Zongode qui est à l'étape de la construction d'une ligne de transport. Les gouvernements disposent aussi, je parle en connaissance des causes, les gouvernements disposent d'un plan directeur d'industrialisation du pays. Vous voyez, nous avons déjà un plan d'industrialisation du pays. Maintenant,
il faut faire passer notre agriculture, qui est actuellement une agriculture de substances, vers une agro-industrie. C'est le souci de l'actuel patron de l'industrie, Julien Paluku Kaongia. Donc, il veut amener les pays vers une agriculture industrielle et non des substances ou des cueillettes. Jusque-là, nous vivons d'une agriculture de cueillettes. Il y a certaines personnes qui ont des fermes et il y a des mamans maraîchères. Tout ce qu'ils nous revendent, nous consommons. Mais ce n'est pas ça l'agriculture. La vraie agriculture, il faut la mécaniser. Voilà. Il faut l'industrialiser. Voilà, vous avez la parole, on est en train d'acheminer, en tout cas de chuter avec cette émission. Vous gardez la parole, mais sans transition, on passe au troisième thème. On a appris qu'il y a eu une commission interministérielle qui avait été créée au sujet de la convention entre le gouvernement de la République et l'AVZ Minéral. Je ne sais pas si j'ai écorché le nom, mais est-ce que vous pouvez nous en parler? C'est AVZ Minéral, c'est bien prononcé. Le président de la République séjourne actuellement dans la capitale mondiale du cobalt. Il est rentré à Kinshasa. Kolwezi. Voilà, selon des sources, il est déjà rentré à Kinshasa, la capitale. Oui. Quand la RDC a décidé de déclarer certains de ces minéraux comme des minéraux stratégiques, entre autres, il y a les cobalt, les cuivres, les coltans et j'en passe. Il y a eu des réactions sur le plan international. Il y a eu les prix qui ont bougé jusqu'à avoir l'embellie actuelle. Il y a des pays qui commencent même à étudier, à chercher des produits de substitution au cobalt. Ils se disent non, bon, la RDC en est les grands fournisseurs et les premiers producteurs mondiaux. Et comme ils ont déclaré cette matière stratégique, ils vont en fixer les prix et demain, ça sera du chantage. Ça sera pour nous difficile de nous procurer cette matière très importante pour la fabrication des batteries et des voitures électriques. Voilà. Ils sont allés dans leurs recherches, ils ont découvert qu'on pouvait utiliser le lithium. Mais malheureusement, ils ont oublié que la RDC, c'est un pays béni de Dieu. Même cette matière première se retrouve en République démocratique du Congo, précisément à Manono. Maintenant, dans les Tanganyika. Il y a maintenant une entreprise minière étrangère qui s'est intéressée à cette matière première stratégique. Ils ont déposé leur dossier au Conseil des ministres, mais ils se posent de sérieux problèmes parce qu'il n'y a pas d'énergie suffisante à Manono. Énergie électrique. Voilà. Il y a une vieille centrale électrique construite par les Belges qui est là, mais qui est tombée en panne et qui ne fonctionne pas en plein régime. Il faudra réhabiliter ces turbines. J'ai oublié le nom, ça doit être Pianamouanga. Voilà, merci pour le mot. La centrale de Pianamouanga. Même si on réhabilite totalement cette centrale, l'énergie produite ne va pas permettre à faire tourner l'usine qui va installer l'AVZ Minerals une fois que l'entreprise obtient le feu vert du gouvernement central. Le sujet a été discuté même lors du dernier conseil des ministres. Géopolis est revenu sur ce sujet lors de son avant. C'est la dernière édition du journal. Nous en avons parlé longuement. Maintenant, il y a des conditionnalités pour que ces projets puissent réussir. Il y a entre autres résoudre les problèmes de la question environnementale. Dans un premier temps, AVZ Minerals contre utiliser les diesels pour faire tourner ces machines. Or, ces machines sont polluantes. Et il faut maintenant planter, selon les projets de l'entreprise qui est Gélie, il faut planter au moins 5000 arbres afin de produire le dioxyde de carbone capable d'absorber toute cette quantité-là de fumée et de gaz à effet de serre. En attendant d'autres solutions pour résoudre les problèmes du déficit électrique. Mais c'est un projet que nous devons soutenir. Je pense même au niveau des experts du gouvernement, ils doivent travailler d'arrache-pied pour libérer ces dossiers. C'est un dossier qui va procurer de l'emploi. On parle de plus de 5000 emplois. Voilà. Ça va booster l'économie de la province du Tanganyika et avec des retombées sur le plan fiscal, douanier et autres.
Voilà, on est arrivé quasiment à la fin de cette émission, mais Fiston, on sait ce qui se passe au niveau politique dans la province du Tanganyika. On sait aussi que le gouverneur Zoé Kabila, qui a été évincé, était très impliqué dans la production de lithium sur place dans le Tanganyika. Peut craindre que le fait qu'il est éjecté du système, que ça soit un blocage. Bon, théoriquement, ça ne peut pas faire l'objet d'un blocage parce qu'il y a la continuité de l'État. La continuité de l'État. Oui. Bon, politiquement, parce que vous savez, dans la politique, tout est possible. Tout est possible. Oui. On craint que cela soit... Mais l'État, moi, je crois que le président de la République étant passé par ce coin du pays, et je pense réellement qu'il aurait envisagé faire quelque chose dans ce sens-là, parce que ça fait vraiment mouche. Alors, vous avez la parole, c'est la dernière. D'ailleurs, précision, le président n'est pas passé au Tanganyika, il est passé au Katanga et dans le Lualaba. Oui, normalement, le président est passé par Lualaba et au Katanga, n'est pas passé par là. Mais moi, je pense qu'il faut qu'une solution soit trouvée, parce que jusqu'à là, nous sommes au niveau de rumeurs, mais rien n'est officiel. Parlons un peu si je peux avancer directement vers AVZ Minéral LTD. Dans ça, moi je ne trouve pas seulement, bien sûr que nous soutenons tous l'action, ou bien le projet, et parce que ça va créer d'emplois et ça va booster l'économie de ce coin du pays, comme a dit mon confrère Dieudonné. Mais quand on voit ce projet-là, on voit une autre opportunité de la RDC de pouvoir changer les choses. La RDC a été présent dans la production de caoutchouc dans les années 1900. La RDC a été présent dans le cuivre. Jusque-là, il est présent avec une production un peu négligeable. La RDC, aujourd'hui, il est dans le cobalt. C'est lui qui est vraiment le puissant, un pays puissant par rapport à ça. Et la RDC, aujourd'hui, a aussi une autre opportunité dans le lithium. Comme a dit Dieudonné, on a essayé un peu, parce qu'il n'y a pas seulement le cobalt, il y a aussi les nickel, qui peuvent aussi faire... substitution c'est un composant important. C'est un composant important pour les énergies, pour les énergies au niveau des batteries électriques dans ça. Mais aussi le lithium, la RDC aujourd'hui a plus de 41 millions en termes de ressources, pas en termes de réserves. Oui. En termes de ressources. Là, c'est aussi une opportunité pour la RDC. 43 millions de tonnes. 43 millions de tonnes. Alors qu'en 2019, une étude a été faite par un institut des États-Unis, des études géologiques. On disait que le monde n'en avait que 80 millions en 2019 et que le premier c'était l'Australie. Et la RDC, on a 43, c'est-à-dire que nous avons dépassé même la moitié. C'est une occasion. Je vais jeter un mot pour là. Il faut chuter. Oui, je chute. Nous risquons de rater l'opportunité de pétrole avec nos 60 milliards de barils de pétrole qui gissent sous nos terres. Je rappelle ici que sans oublier les gaz. Un baril coûte 42 $. Et nous en avons 60 quelques milliards. Et nous n'avons qu'un seul acteur qui œuvre au niveau de Mwanda, qui ne fait que 30 000 par jour, alors que le Nigeria produit des millions par jour. Voilà, ce sera votre mot de la fin. On vous remercie d'avoir été là, Fiston. Merci. On remercie aussi Dieudonné d'avoir été là. On remercie toute l'équipe technique. On remercie également nos téléspectateurs pour leur fidélité. On se quitte avec l'espoir de se retrouver la semaine prochaine. Mais n'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver sur notre plateforme numérique, la chaîne YouTube Géopolis Télévision, où vous pouvez suivre toutes les productions des Géopolis. Alors, chers téléspectateurs, on se donne rendez-vous pour la semaine prochaine et ce sera toujours avec le même plaisir. À la semaine prochaine.